Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce jeudi 21 septembre 2023. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour parler crypto, pour parler BTC, pour parler Jérôme Powell. Et oui, le discours est passé, on va revenir dessus. Et on va regarder la réaction de la macro, la réaction du BTC. Vous allez voir qu'il y a des surprises qui nous attendent et ça commence tout de suite. Jérôme Powell a donc parlé et a donné 5,5, donc pas d'augmentation de taux. Alors, ce qui nous intéresse, c'est pas tant l'augmentation des taux. On avait vu que, dans tous les cas, il y avait très peu de probabilité qu'on arrive sur une augmentation maintenant, mais ce qui était important, c'était son discours, et 2, l'intervention qu'il allait avoir sur les questions. Et c'est vraiment ce qui est sorti, qui est vraiment très important, ça a été surtout une petite partie du discours, vraiment toute petite partie qu'on va aller voir ensemble, et ensuite les questions-réponses, et je vais vous donner toutes ces informations. Vous allez voir que on a quand même une perspective qui est intéressante par rapport à tous ces éléments-là. Première chose qui a été donnée, c'est que dans le discours en lui-même, il a été statué que ils sont prêts à augmenter les taux. Et ça, c'est très important, c'est qu'ils disent que là, actuellement, comme d'habitude, on a le blabla habituel, ok, on attend, on regarde, on voit ce que l'on fait, mais il y a eu un renforcement de la position en disant que, dans tous les cas, si jamais il se passe quoi que ce soit, ils sont capables de réaugmenter les taux. Et c'est exactement ce qui est ressorti après dans les questions-réponses. Ils attendent ici une augmentation des taux de 0,25. Il faut comprendre que dans la discussion qu'il y a eu au FOMC, donc entre les différents acteurs, avant justement le discours de Jérôme Powell, ça a été assez houleux, d'accord? Il y a beaucoup de personnes, un peu plus de 12 personnes qui voulaient augmenter de 0,25 les taux. Comprenez bien que du coup, on se retrouve dans une démarche où il y a de grandes chances d'avoir une augmentation des taux d'ici la fin de l'année. En tout cas, c'est le discours qui a été abordé. Clairement, le marché n'y croit pas. Quand on regarde ici la modification des probabilités des taux par les institutionnels, on voit qu'on est sur une stabilisation avant de se retrouver en septembre 2024 sur une période de pivot. On est dans cette démarche-là où clairement le discours a pas d'impact, ou très peu d'impact, sur la vision des institutionnels et sur le marché en lui-même. Le marché en lui-même, depuis le début de cette crise, ne croit pas à la Fed. Ça c'est un fait, ça a été statué. Au niveau du discours, ce qui a été aussi très important, c'est que il y a eu un petit embarras qui a été fait, notamment sur la notion de soft landing. Il y a une question qui lui a été posée, c'est est-ce que vous pensez qu'on se dirige vers le soft landing? Là-dessus, il a bégayé un peu, et il s'est retrouvé dans une explication un peu houleuse sur est-ce que oui ou non on va arriver dans un soft landing. Et à tel point que la question suivante, la personne lui a demandé, mais étant donné que vous ne pensez pas qu'on va arriver dans un soft landing, comment ça va se passer? Et là-dessus, il a repris en disant, si, c'est bien l'objectif de la Fed d'arriver dans un soft landing, c'est juste qu'on attend encore d'autres informations, je ne peux pas attester que c'est exactement vers là où on est en train de se diriger. Et ça dénote vraiment des différents, en tout cas. Pour moi, on est dans quelque chose qui est un peu plus défensif qu'historiquement, avec l'augmentation de l'inflation lié principalement au pétrole, on en a déjà discuté, c'est un impact qui est très fort, même si on se retrouve sur une inflation qui est moins forte, et une perspective, quand on regarde un petit peu les évolutions ici d'évolution des taux qui ont été donnés, d'accord, donc qui est la représentation chaque point et une des personnes qui fait partie du FOMC, et c'est sa représentation à cette personne de l'évolution des taux en fonction des différentes années. Et on voit qu'on a quelque chose qui va descendre doucement vers les 3%, d'accord? Vraiment quelque chose qui va être doucement vers les 3%. On parle de 3 ans pour descendre, d'accord? On a augmenté très très vite et on va mettre beaucoup de temps pour descendre. Et là-dessus, il y a une des questions qui était intéressante, qui disait, ok, vous nous avez présenté ça sous-entend que vous considérez que l'inflation va mettre du temps à descendre, que l'inflation va être sticky, donc va être collante, et va rester. Et donc là, on se retrouve dans une réflexion où on serait potentiellement dans une stagflation, avec une inflation haute, et un PIB bas, une incapacité d'avoir un PIB, voire même une récession, une inflation haute, avec des taux hauts, et ça c'est le pire des situations. Et là-dessus, Jérôme Powell, encore une fois,
la réponse n'était pas forcément bien prise par l'ensemble des personnes, ou ils pensent pas que c'est le cas, mais que globalement pour soutenir l'économie, ils s'ajusteront en fonction des différents chiffres, blablabla, on se retrouve toujours dans la même chose. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que on est dans une démarche ici qui est non pas pour essayer de protéger le marché action, mais moi je l'ai ressenti comme ça, dites-moi pour ceux qui l'ont regardé si vous avez ressenti la même chose, j'ai vraiment ressenti une démarche de Jérôme Powell en disant « Ok, calmez-vous les actions, on va pas faire le pivot tout de suite, et dans tous les cas ça prendra du temps de descendre, parce que il y a une envolée, on le sait, des actions déjà depuis un certain temps, on sait qu'on attend un retracement, en tout cas c'est mon biais déjà depuis un certain temps, mais voilà, c'est pour moi le ressenti que j'ai, et l'information importante qui est ressortie du marché, et de toute façon on va aller le voir dans quelques instants au niveau du SP500 et du Nasdaq, ça s'est ressenti fortement. Je vais juste prendre 2 minutes pour parler du sponsor de cette vidéo qui est Trax, une société PSAN qui vous propose la possibilité de vous exposer à des ETF crypto spot qui sont stockés sur Fireblock, qui est un gestionnaire institutionnel, vraiment un des plus gros gestionnaires qui existent et qui est un des plus sécurisés. Je vous ai fait une vidéo il y a peu, je vous mettrai en commentaire et en description cette vidéo, et pourquoi je vous en parle maintenant, c'est qu'ils m'ont donné la possibilité de créer directement des indices. Les indices que vous retrouvez ici dans le CryptoLease, où j'ai créé 3 indices, un qui représente les principales cryptos du top 50, dans lequel j'ai nettoyé sur tout ce qui était stablecoin et memecoin, et tout ce qui était en fait impropre à faire partie d'un véritable ETF, dans lequel on va retrouver une composition qui est plutôt légitime, avec de la technologie, de la DeFi, et une représentation vraiment du top 50 que l'on pourrait avoir, avec une pondération sur chacune d'elles, donc un ETF qui est disponible. On rappelle, un ETF, c'est on achète une fois, et ça va s'exposer directement à toutes ces cryptos-là, et il va avoir un rebalancing qui va avoir lieu à peu près toutes les semaines, d'accord, dans lequel on va avoir les cryptos qui vont être vendus systématiquement pour garder les pourcentages initiaux pour pouvoir justement garder un ETF équilibré. Le deuxième ETF que j'ai créé, c'est un ETF qui est spécialisé sur Ethereum, vraiment dans l'écosystème Ethereum, avec Ethereum, AAV, parce que AAV est le protocole, et un des protocoles, ne serait-ce même peut-être le protocole dans lequel on a vraiment le plus de liquidité, Matic, Arbitrum, Lido, Optimism. L'avantage c'est que les 3 premiers, on se retrouve avec aucune inflation, enfin en tout cas très peu d'inflation, et on va avoir à côté Arbitrum, Lido et Optimism qui vont avoir de la dilution. Donc on a un équilibre entre les deux pour continuer à s'exposer justement sur l'écosystème Ethereum. Et ensuite j'en ai un qui est vraiment équilibré sur la techno, où je vais avoir du BTC, je vais avoir Ethereum, je vais avoir en fait toutes les blockchains qui sont relativement fortes, toujours visées dans le top 50, hein, bien évidemment, voire même le top 20, pour avoir un maximum de sécurité. Ces ETF là sont disponibles uniquement si vous avez créé votre compte avec mon lien qui est en commentaire et en description si ça vous intéresse. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, et on continue l'analyse avec la réaction du SP500 sur le discours de Jérôme Powell. Bon, clairement, on a fait une grosse bougie qui nous amène avec un moins 1%, la bougie d'aujourd'hui qui s'emmène aussi sur la rupture du lot, donc on est en train ici vraiment de faire notre chiffre de structure, et en train de valider, en tout cas pour moi, on va attendre la clôture ici d'aujourd'hui pour être sûr, mais je pense qu'on est vraiment dans cette démarche-là pour aller chercher et clôturer ce gap baissier et ce niveau de retest qu'on a déjà en tête depuis un certain temps sur le SP500. Est-ce que c'est pareil sur le Nasdaq? J'ai envie de vous dire absolument oui, voire même beaucoup plus marqué, parce qu'on n'a pas eu le double top haussier, on a bien une cassure baissière retest avec un high qui est plus bas que le précédent, et là on enfonce totalement, on voit bien qu'on est en train d'aller chercher les niveaux bas. Je pense qu'on va continuer à s'enfoncer, toujours dans cette démarche-là, d'avoir un retracement un peu plus fort, à savoir qu'on a pas mal d'imbalance ici à aller chercher sur les 14 000, et au niveau du Nasdaq, hein, on a ici cette rupture avec ce niveau très fort qui est 13 578, qui est un niveau très important pour le Nasdaq. À côté, on a le pétrole qui est en train de retracer, on a fait un retracement sur le 236 qui est plutôt cohérent, on arrive à maintenir ce niveau-là. Pour moi, j'ai un niveau entre deux qui est à 88, il va falloir tenir ce niveau-là, sinon c'est 382 et même beaucoup plus bas, 618, parce qu'on a l'habitude de faire des retracements qui sont relativement forts. Quand on regarde juste ce retracement ici, on voit bien qu'on a fait 618, et le pétrole a l'habitude de faire des retracements relativement forts, étant donné que nous sommes en plus dans une période où le pétrole en lui-même a un vecteur inflationniste, et on se retrouve dans un pétrole qui est relativement demandé, où on a une diminution de la production, une augmentation de la demande.
forcément on aura une forme de volatilité qui va se lier. Les points importants à noter, c'est la corrélation entre le SP500 et le BTC. On a fait moins 1% ici, alors que le BTC, quand on passe en daily, et qu'on regarde la petite bougie que l'on a eue sur l'ouverture et la fermeture, on a eu moins 42%, moins 0,42%, d'accord, moins de 1%. Donc ça nous confirme bien qu'on a une décorrélation entre le SP500 et le BTC. Même si on a une grosse correction au niveau du SP500, ça sous-entend que la correction au niveau du BTC sera bien moindre. Donc oui, si on prend moins 10, moins 20% sur le SP500, ça sous-entend qu'on va prendre cher sur le BTC, mais on n'ira pas faire et imprimer des plus bas, d'accord, comme historiquement, où on se disait que potentiellement on pouvait aller chercher les 15 000, voire même plus bas, pour s'enfoncer, aller chercher dans les 10 000. On n'est plus dans cette démarche-là, même si on a une macro qui est horrible, parce que on a cette décorrélation des produits composés, que pour ceux qui ont l'habitude, et ceux qui suivent, bon, c'est quelque chose que j'explique régulièrement. Actuellement, les produits composés dans lesquels la partie crypto qui représente la volatilité a disparu, et il y a très peu d'exposition, parce qu'on est dans une crise macroéconomique, dans laquelle, du coup, les investisseurs sont passés en mode défensif. Et donc, tout ce qui est à risque a été supprimé des portefeuilles, ou en tout cas grandement diminué. Donc ça sous-entend que ce sont des lignes qui sont déjà supprimées et qui ne peuvent plus être supprimées de portefeuille, et donc derrière, on se retrouve avec une résilience actuelle. Résilience dans laquelle on est quand même dans quelque chose qui est un peu compliqué, parce qu'on est coincé entre les deux EMA, on est au-dessus du support qui tient très fortement, mais on est bloqué en même temps par l'oblique de la cassure baissière. On sait très bien que les obliques, c'est relativement faible. On est vraiment ici dans cette rupture de l'accumulation de Wyckoff, hein, d'accord, on est vraiment en train de retester ici cette partie-là. On sait que on a ici une très grosse force acheteuse, on ne veut pas laisser passer le cours en dessous des 25 000, on le voit de toute façon, toutes ces mèches-là sont rachetées. Là, on a vraiment une pression haussière forte qui permet de racheter toutes ces bougies-là, et ça nous montre que on a une certaine accélération haussière, et ce qui nous permet ici de résister. On résiste vraiment très bien. Je vous remets quand même, pour vous donner le SP500, on voit qu'on a vraiment cassé baissier, et le BTC où on arrive à tenir. Donc cette cassure baissière, ici, on voit qu'on arrive à tenir sur le long terme. Alors je vais juste retirer ça, voilà, c'est ça qui m'intéresse, tac. On va retirer toute cette partie-là, et on va aller regarder d'autres choses. Donc on a bien l'oblique baissier que j'ai retiré ici pour vous montrer d'autres choses, c'est que on est en train de réintégrer ici et de retester le bas du Kumo sur les Shimoku, dans lequel potentiellement le prochain niveau serait vraiment le top ici du Kumo, qui correspond en plus à la zone de retest qu'on a depuis un certain temps des 28 500. Donc il serait pas incohérent, si jamais on a une respiration du SP500, de retrouver une respiration du BTC pour aller continuer de pousser un peu plus haut, parce que on a dans tous les cas une pression haussière qui est vraiment présente. Pression haussière, où on voit ici au niveau des liquidations, les personnes qui sont en train de se positionner. Le positionnement est majoritairement haussier sur court terme. Prenez bien en tête que c'est du court terme. Quand on regarde l'order flow, on voit bien que les positions des top traders, c'est faible, d'accord, c'est vraiment très très faible, dans lequel on se retrouve toujours sur des positions qui sont baissières, malgré qu'on ait un cours qui soit haussier, ça ce n'est pas positif. D'accord, ça sous-entend qu'on n'a pas de prise de position dans ce niveau-là, et que on a ici un funding rate qui est toujours entre les deux. Donc on n'a pas de flux structurel qui est en train d'être effectué. Donc ça sous-entend encore une fois qu'on est dans une forme d'incertitude. Et tant qu'on est en forme d'incertitude, on prend un peu de recul et on voit qu'on est juste ici passé d'un range. On est au-dessus du range, on reteste ici potentiellement pour avoir une autre accélération, réincorporer un nouveau range, mais on est en nous-mêmes dans un énorme range où on passe dans la borne haute, dans la borne basse, et c'est symptomatique de cette léthargie. Je suis toujours confiant dans mon biais d'aller chercher plus bas, d'aller chercher ces targets des 22 000, 23 000, mais encore une fois, il faudra être patient parce que ça va être lié à la macroéconomie générale et une forme de récession structurelle qui arrivera. On a toujours très peu de volatilité, d'accord, on n'arrive pas à décoller, et quand on regarde les liquidités, on voit qu'on est allé chercher cette poche de liquidité ici que l'on avait construite sur cette latéralisation. On voit qu'on a créé un petit peu de liquidité haute, un petit peu de liquidité basse, mais surtout quand on se met en one month, vous allez voir que c'est beaucoup plus flagrant, on va voir des liquidités qui sont bien présentes ici en long, d'accord, on a vraiment les liquidités en long qui sont en attente. On a renforcé encore un petit peu le short alors que historiquement on n'avait pas grand chose, hein, comme quoi la latéralisation a vraiment joué son rôle. Et là, on pourrait très bien avoir une petite mèche pour aller chercher potentiellement les 28 100 dans un premier temps, avec deuxième target 28 500 pour ensuite casser baissier. Donc pour moi, on est vraiment dans cette typologie de manipulation
classique que l'on retrouve, avec derrière de la création de liquidité basse, on va chercher la liquidité haute avant, et ensuite on va liquider la partie basse, pour prendre du momentum et aller casser les 25 200 pour aller chercher plus bas. Clairement, on a une lutte qui s'effectue entre ceux qui maintiennent le prix au-dessus des 25 200. On voit bien que cette lutte, elle est effectuée en perpétuel, d'accord, donc avec le CVD perp qui est en train de pousser, alors que le CVD spot est toujours en train de latéraliser. Donc, c'est un mouvement qui est futur, c'est un mouvement qui est porté court terme par certains acteurs qui ne veulent pas voir le cours baisser en dessous des 25 200. Donc, on a vraiment une lutte entre deux typologies. On reviendra dans tous les cas sur l'impact de la macroéconomie sur le BTC, et ça ce sera dans la vidéo de samedi. J'espère qu'en tout cas cette quotidienne vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un commentaire, un like, ça me fait toujours très plaisir, et ça soutient le travail que j'effectue tous les jours. Et on se retrouve, nous, à 13h30 pour parler de NEAR, la crypto de NEAR Protocol, un protocole qui fait assez peu parler de lui, malgré le fait qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer.